Lors d'un dîner de famille chez mes parents, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais préféré que tu ne sois jamais né ». Elle l'a dit après une dispute animée qui a commencé parce que j'ai refusé de lui prêter 5000 € pour l'aider à maintenir sa cafétéria. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce ne sont pas ces mots, c'est la réaction de mes parents. Ils l'ont défendu et m'ont même traité d'égoïste et d'insensible. Après tout ça, j'ai décidé de me lever et de partir. Mais c'est là que le vrai drame familial a commencé. Suis l'histoire et dis-moi ce que tu penses des décisions que j'ai prises. Bonjour à tous, je m'appelle Eru, j'ai 29 ans, je vis avec ma femme et notre fille de 4 mois à San José, en Californie. Nous vivons dans une petite maison que j'ai achetée il y a 3 ans. Ma femme s'appelle Willow, elle est institutrice en école primaire. Notre vie est assez simple ces temps-ci. Pendant la journée, je pars travailler pendant qu'elle s'occupe du bébé. Le soir, on se retrouve tous les trois et on profite de notre petit cocon. Et je sais que j'ai de la chance d'avoir une famille comme celle-là. Je travaille comme ingénieur en logiciel pour une entreprise technologique de taille moyenne. Je gagne environ 130 000 € par an après impôt. Ce n'est pas un salaire exceptionnel dans ce domaine, mais c'est suffisant pour subvenir aux besoins de ma famille et épargner confortablement pour les urgences. Je vous dis tout ça parce que ma vie n'a pas toujours été comme ça. Avant, je dépensais la plus grande partie de mes revenus à subvenir aux besoins de ma famille. Pas ma femme et ma fille, non. Je parle de mes parents et de ma sœur. Pendant longtemps, j'ai cru que je faisais ce qu'il fallait, que je remplissais mon devoir de fils. Mais alors, quelque chose s'est produit. Il y a 5 ans, une nuit que je n'oublierai jamais. Ce qu'ils m'ont dit ce soir-là m'a fait comprendre que tout ce que j'avais fait jusque-là ne comptait pas pour eux. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de couper les ponts. Je me souviens très clairement, c'était un week-end d'avril. Je suis allé dîner chez mes parents après un appel rapide de ma mère ce matin-là. À l'époque, je travaillais depuis un peu plus d'1 an, et ce genre d'appel de ma mère était assez fréquent le week-end. Comme toujours, je ne suis pas venu les mains vides. Certains jours, j'apportais des fruits, d'autres fois des gâteaux d'une pâtisserie près de mon bureau. Ce jour-là, j'ai fait pareil. Avant d'aller chez mes parents, je me suis arrêté à l'épicerie et j'ai pris une boîte de Chez Essecac à la fraise, parce que ma mère avait déjà dit qu'elle aimait ça. Vers 18 h, après plus de 30 minutes de route, j'ai atteint la maison où j'avais grandi, dans un quartier calme en banlieue de Santa Clara. Dès que je suis entré, j'ai vu Harper assise dans le salon, pendant que ma mère était occupée dans la cuisine. Harper est ma sœur aînée, elle a 4 ans de plus que moi. À cette époque-là, elle dirigeait une petite cafétéria près du centre-ville. Elle disait toujours qu'elle ne voulait pas travailler pour quelqu'un d'autre, que c'était mieux d'être son propre patron même si c'était plus difficile. Mais je savais qu'elle avait emprunté de l'argent à beaucoup de monde, moi y compris, pour ouvrir ce café. Elle m'avait demandé 5000 € environ 1 an plus tôt, quand elle lançait son projet, et depuis elle n'en avait plus jamais parlé. Après quelques salutations rapides, j'ai senti l'odeur de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Alors je suis allé voir ce que préparait ma mère. Et je n'exagère pas en disant que c'est une cuisinière fantastique. C'était l'une des rares choses qui me donnait encore envie de revenir. Environ 30 minutes plus tard, le dîner a commencé. La table était remplie de plats que Harper et moi aimions. L'ambiance était chaleureuse et agréable. On a mangé, parlé et échangé sur les petites choses de la semaine passée. Environ 40 minutes après, le repas s'est terminé. Le dessert ce soir-là était un plat de fruits que ma mère avait préparé plus tôt. Après quelques mots, j'étais sur le point de me lever pour partir, quand Harper m'a regardé et m'a dit « Eru, reste 20 minutes de plus, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai hoché la tête pour accepter. 2 minutes plus tard, nous étions tous les 4 assis dans le salon. Harper n'a pas tourné autour du pot. Elle est allée droit au but. Sa voix était calme quand elle a dit « Eru, mon café a des problèmes. Est-ce que tu peux me prêter 5000 €? » Ça m'a surpris. Il reçoit un câlin et un merci. Mais là, c'était la vraie vie. Et moi, je ne vis pas dans une série. Alors, après environ 2 minutes à réfléchir, j'ai eu une idée. Je savais que si je refusais de leur prêter l'argent sur le champ, je ne pourrais pas sortir facilement de cette maison. Ils allaient continuer à m'appeler, à m'envoyer des messages jusqu'à ce que je cède. Alors j'ai répondu simplement « D'accord, je vais te prêter l'argent. » Avant que je puisse dire autre chose, Harper m'a coupé. Sa voix a grimpé, comme si elle venait de gagner un concours. « Merci, je savais que tu m'aiderais. » Mes parents, assis à côté d'elle, hochaient la tête avec des sourires satisfaits. La façon dont ils me regardaient, c'était comme s'ils se félicitaient d'avoir élevé un enfant obéissant. Mais je savais que ce regard, ce n'était pas de la fierté pour ce que j'étais devenu. C'était de la fierté pour le contrôle qu'ils avaient encore sur moi. Alors j'ai levé la main et j'ai dit « Je n'ai pas fini. J'ai des conditions. »
La pièce est devenue silencieuse en un instant. Le visage de Harper s'est tendu. Ma mère s'est penchée en avant. Je les ai regardés un par un, et j'ai dit clairement. Ma condition, c'est que maman et papa garantissent le prêt. Elle devra le rembourser en 2 ans. Et si elle ne le fait pas, vous paierez à sa place. La garantie sera cette maison, et je garderai les papiers. À peine avais-je fini de parler que Harper s'est levé d'un bond. Mes parents me regardaient comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Moins de 5 secondes après, ma mère a parlé en première. Sa voix stridente m'a presque crié au visage. « Tu es fou? Tu veux qu'on garantisse ce prêt ?» Puis mon père a enchaîné, sa voix grave, chaque mot comme un coup de marteau. « Tu veux que ta propre famille signe un contrat de prêt? Je suis déçu de toi. Si je dois donner les papiers de la maison, autant l'hypothéquer moi-même à la banque. » Ce qu'ils ont dit ne m'a pas surpris, mais je n'ai pas reculé. J'ai répondu clairement. Je fais ça parce que 5 000 €, c'est beaucoup. Et parce qu'elle ne m'a toujours pas rendu les 5 000 € qu'elle m'a empruntés l'an dernier. Elle avait dit que ce serait pour un mois. Ça fait presque 1 an, et je n'ai pas vu un centime. Pourquoi est-ce que je devrais croire que cette fois sera différente? À peine avais-je fini de dire ça que Harper s'est mise à crier. Elle m'a traité d'égoïste, d'insensible. Elle disait que je la laissais couler sans rien faire. Et puis, en perdant totalement le contrôle, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a pointé son doigt vers mon visage, les yeux écarquillés, et a hurlé. « J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. » Cette phrase a résonné dans le salon, juste devant nos parents. Après que Harper ait dit ça, personne n'a pris ma défense. Personne n'a rien dit. Pas même un froncement de sourcils ou un petit « ne dis pas ça ». Juste du silence. Et dans ce silence, j'ai su que les choses étaient allées trop loin pour revenir en arrière. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapé sur la table. Je ne suis pas parti en courant comme dans les films. Je me suis tourné vers mes parents et je leur ai demandé calmement. « Vous allez la laisser dire ça, ici même, dans votre propre maison. » À ce moment-là, ma mère m'a regardé, mais ce n'étaient plus les mêmes yeux que ceux avec lesquels j'avais grandi. Il n'y avait plus la chaleur que je voyais quand je lui avais offert une nouvelle machine à laver. Plus l'affection que je ressentais quand je lui offrais des fleurs pour son anniversaire. Ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était du froid. Le même regard qu'elle avait quand, enfant, je faisais quelque chose de mal. Puis elle a ouvert la bouche, et ce qu'elle a dit m'a frappé comme une brique. Harper a raison. Il n'y a pas d'enfant plus cruel que toi. Regarder ta sœur s'effondrer et ne rien faire. Et je parie que si j'étais à l'hôpital en ce moment, avec besoin d'un traitement d'urgence, tu me demanderais aussi de mettre la maison en garantie, non? Avant que je ne puisse répondre, mon père a enchaîné. Je crois que tu préférerais nous voir mourir tous les deux plutôt que de nous demander une garantie. Entendre ces mots m'a vidé. Je suis resté assis en silence quelques secondes de plus. Mon esprit était blanc. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai pensé à dire quelque chose. Peut-être leur rappeler toutes les fois où je les avais aidés sans rien attendre en retour. Tous les sacrifices que j'avais faits en silence. Mais je me suis arrêté. Je savais que rien de ce que je dirais ne changerait quoi que ce soit. Alors je les ai regardés une dernière fois et j'ai demandé, pas avec colère, juste pour être sûr. Vous regrettez ce que vous venez de dire? Vous avez encore une chance de revenir sur vos mots. Comme je m'y attendais, pas de réponse. Ils sont restés silencieux. Ils me regardaient, mais il n'y avait aucun regret dans leurs yeux. À ce moment-là, j'ai compris que je ne devais pas rester une minute de plus. Je me suis levé, j'ai lentement mis ma veste. Avant de franchir la porte, j'ai dit une dernière chose, d'une voix calme. Vous devriez prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui a été sacrifié pour cette famille. Puis je suis sorti de la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. En me dirigeant vers ma voiture, je savais que la distance entre la maison de mes parents et mon appartement n'était que d'environ 30 km. En temps normal, il m'aurait fallu 30 minutes pour rentrer chez moi. Mais ce soir-là, ça m'a pris plus d'1 heure. Je sais que certains vont me critiquer. Ils diront que je n'aurais pas dû conduire dans cet état émotionnel. Que j'étais trop distrait. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas me concentrer. La route devant moi à travers le pare-brise était familière, mais dans ma tête, c'était une rivière de souvenirs que je n'arrivais pas à chasser. Je me rappelais quand j'étais enfant, mon père me disait que la famille, c'était s'aimer les uns les autres. Il a enseigné la même chose à Harper. Mais pour moi, aimer ne veut pas dire tout sacrifier. Être de la même famille ne donne à personne le droit d'exiger ou d'imposer. J'avais travaillé sans relâche pendant plus d'1 an après avoir été diplômé pour économiser ces 5 000 €. Il y avait des jours où je restais au bureau jusqu'à 22 heures. Des week-ends où je voyageais pour le travail parce que l'entreprise en avait besoin.
Je ne dépensais pas dans le luxe, je n'étais pas imprudent avec l'argent. Je voulais juste épargner petit à petit pour mon avenir. Et Harper, elle a changé de travail 3 fois en 2 ans, puis elle a démissionné pour suivre sa passion du café. Je n'ai rien contre les rêves. Mais depuis le début, elle empruntait de l'argent à tout le monde pour financer sa boutique. Avant même que son projet soit stable, elle avait déjà embauché du personnel, payé de la pub en ligne, acheté du matériel haut de gamme. Jamais je ne l'ai entendu parler d'économiser ou de gérer ses dépenses. Et je ne suis pas la personne égoïste qu'ils ont dépeinte. En un peu plus d'1 an de travail, j'avais déjà dépensé plus de 10 000 € pour aider mes parents. Je payais leurs factures internet chaque mois. Je couvrais aussi le gaz, l'électricité et l'eau. Une fois, quand ma mère a été hospitalisée et que l'assurance ne couvrait que 70%, j'ai payé les 1 500 € restants de ma poche. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis pour que les gens comprennent que je ne suis pas l'enfant ingrat qu'ils décrivent. Je sais que certains diront que j'étais un paillasson, un idiot, parce que je payais tout ça sans rien demander. Mais je ne suis pas amer. Parce qu'à ce moment-là, je croyais vraiment faire ce qu'il fallait. Et j'étais heureux d'aider ma famille. Tandis que je repensais à tout ça, un petit véhicule a soudainement dévié devant moi. J'ai dû freiner d'urgence. Les pneus ont crié contre la route, et mon corps a été projeté légèrement vers l'avant. Ce moment m'a ramené à la réalité. J'ai pris une grande respiration, ajusté le volant et je me suis concentré sur la route. Je n'ai plus laissé mon esprit vagabonder pour le reste du trajet. Environ 1 heure après être parti de chez mes parents, je suis arrivé à mon appartement à San José. Il était au 3e étage, sans ascenseur. En montant les escaliers, mes jambes étaient plus lourdes que d'habitude. Quand je suis entré chez moi, je suis allé droit à la cuisine, j'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau froide et j'en ai bu la moitié d'un coup. Je n'avais pas faim, ni vraiment soif, mais j'avais la gorge sèche. Comme si j'avais avalé trop de choses cette nuit-là. Ensuite, je suis allé m'asseoir sur le canapé dans le salon. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Je n'ai pas hésité. Je suis allé directement à la section des paiements automatiques. Chaque item était bien visible. Abonnement Netflix, facture d'électricité, facture d'eau, facture de gaz. Je les ai annulés un par un. Même l'abonnement Internet par fibre que je payais discrètement depuis 1 an. Je l'ai annulé aussi. Chaque fois que j'appuyais sur annuler, je sentais un poids s'alléger de mes épaules. Pas parce que je les détestais. Pas pour me venger. Je l'ai fait pour me protéger. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, s'ils pensent que je n'aurais jamais dû naître, alors je n'ai plus de raison de continuer à me sacrifier pour eux. Après avoir tout annulé, j'ai posé mon téléphone et je suis allé me coucher. J'étais sûrement épuisé, parce qu'à peine allongé, je me suis endormi instantanément. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, après un sommeil profond. Certains auraient pensé que je me sentirais triste ou vide après tout ce qui s'était passé. Mais étrangement, je me sentais soulagé. Je n'étais pas heureux, mais j'étais calme. Peut-être parce que j'avais enfin posé une charge que je portais depuis trop longtemps. Ou peut-être que c'était juste dans ma nature de ne pas laisser les choses douloureuses me détruire. Ce matin-là, je suis allé travailler plus tôt que d'habitude. Je voulais occuper mon esprit. Mais au fond, je savais aussi que maintenant que j'avais annulé tous ces paiements, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils me recontactent. Et comme je m'y attendais, 3 jours plus tard, en rentrant chez moi après le travail, Harper était déjà devant ma porte. Elle n'avait pas appelé avant. Elle était simplement apparue, debout là, comme si elle savait exactement à quelle heure je rentrais chez moi. Quand je l'ai vue, j'ai été un peu surpris. J'avais pensé que si quelqu'un me retrouvait en premier, ce seraient mes parents, pas elle. J'étais sur le point de passer à côté d'elle et de lui dire que je ne recevais pas de visite. Mais quand j'ai vu ses yeux rouges et gonflés, sûrement à cause des larmes ou du manque de sommeil, j'ai hésité. Quelques secondes plus tard, je l'ai invitée à entrer. Je n'avais pas oublié ce qu'elle avait dit ce soir-là, mais je voulais quand même savoir pourquoi elle était venue cette fois. Une fois à l'intérieur, Harper s'est assise sur une chaise en face de moi. Elle regardait ses mains, silencieuse pendant quelques secondes, puis elle a levé les yeux. Sa voix était basse, un peu retenue. Elle a dit « Je suis désolée pour cette nuit. J'ai perdu le contrôle. Je n'aurais pas dû dire ces choses-là. » Je n'ai pas répondu à ses excuses. Je l'ai regardée, attendant la suite. Immédiatement après, Harper s'est essuyé les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a continué d'une voix suppliante. « Je suis vraiment dans une situation compliquée. Je vais devoir fermer la boutique si je n'obtiens pas l'argent cette semaine. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter les 5 000 €? » À ce moment-là, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai posé la question qui me hantait depuis cette nuit-là. Je veux savoir clairement,
comment as-tu su que j'avais cette somme sur mon compte d'épargne? En entendant ça, Harper a mordu sa lèvre. Après quelques secondes de silence, elle a soupiré, puis elle a dit. Il y a environ un mois, quand maman, papa et moi sommes venus te rendre visite. Ce jour-là, tu es sorti pour répondre à un appel. Ton ordinateur portable était resté allumé, et ta boîte mail était ouverte. Par curiosité, j'ai regardé. J'ai vu un email avec ton relevé bancaire. C'est comme ça que j'ai su que tu avais cette somme. Après avoir entendu sa réponse, j'ai hoché la tête doucement, sans montrer d'émotion. Après une courte pause, j'ai parlé clairement. Je vais te prêter l'argent, mais il y aura des intérêts. Et maman et papa devront garantir le prêt, comme je l'ai déjà dit. Après cette réponse ferme, Harper m'a regardé. Ses yeux étaient calmes. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas haussé la voix comme la dernière fois. Environ 2 minutes plus tard, elle s'est levée, a ajusté la sangle de son sac, a marché jusqu'à la porte et est partie. Depuis ce jour, Harper n'est plus jamais revenue me voir. Pas d'appel, pas de message. J'ai supposé qu'elle avait abandonné. Mais au fond de moi, je savais qu'une autre tempête se préparait. Et cette fois, j'avais raison. Environ 10 jours plus tard, c'était un week-end. J'avais prévu de sortir avec des amis. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas accordé une journée entière sans stress. Vers 9 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. C'était le numéro de mon père, puis celui de ma mère. Ils s'alternaient pour m'appeler encore et encore. Je savais exactement pourquoi. Parce que le compte Netflix qu'ils utilisaient n'était plus accessible. Mais je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, sans vibration, ni sonnerie. Puis je l'ai glissé dans ma poche et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Ce jour-là, mes amis et moi avons passé un bon moment. On a marché, déjeuné, bu un café, parlé de plein de petites choses de la vie. Je ne m'étais pas senti aussi léger et détendu depuis très longtemps. Plus tard dans l'après-midi, en rentrant chez moi, j'ai rallumé mon téléphone. L'écran affichait 66 appels manqués de mes parents, ainsi que 12 messages. J'ai jeté un coup d'œil au premier message. Comme je m'en doutais, il disait des choses comme « Pourquoi tu ne réponds pas ? Tu as déjà payé Netflix. » Et enfin, un message de ma mère. « Tu peux payer Netflix, s'il te plaît. » J'ai regardé ces mots pendant quelques secondes. Puis j'ai laissé échapper un petit rire. Pas un rire de joie, mais le genre de rire qu'on fait quand quelque chose est trop absurde. Ils n'ont pas appelé pour me demander si j'allais bien, ni pour parler de ce qui s'était passé ce soir-là, mais pour réclamer un abonnement de film. Immédiatement après, j'ai rédigé un message que j'ai envoyé directement dans le groupe familial. J'ai annulé tous les paiements automatiques depuis mon compte. À partir de maintenant, débrouillez-vous seul. Une fois le message envoyé, j'ai quitté le groupe, puis j'ai bloqué le numéro de mon père, de ma mère et celui de Harper. Pendant plus de 10 jours, j'ai attendu un message d'excuse, un mot gentil, ou au moins un signe que j'étais encore vu comme membre de la famille. Mais rien. La seule chose qu'ils voulaient de moi, c'était de l'argent. Et je n'avais plus aucune raison de continuer à être leur distributeur automatique. À partir de ce moment-là, j'ai pris une décision claire. Je vivrais ma propre vie. Je pensais que la tempête était passée. Que, après tout ça, ils allaient enfin me laisser en paix. Mais je m'étais trompé. Quand il s'agit d'argent, ils avaient encore un autre plan. Et ce plan a commencé un mois plus tard, un mardi. C'était un mardi, j'étais assis à mon bureau au travail, en train de finir quelques rapports techniques, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je l'ai regardé quelques secondes, puis j'ai hésité, et j'ai décroché. Dès que j'ai mis le téléphone à mon oreille, la voix de Harper a retenti, précipitée et dramatique. « Eru, écoute-moi. Maman est à l'hôpital, elle ne va pas bien. » À ce moment-là, j'ai essayé de rester calme. Ma voix était posée et basse quand j'ai demandé « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Harper avait l'air paniqué. Le médecin a dit qu'elle a besoin d'une opération d'urgence. C'est cher, et l'assurance ne couvre pas tout. La famille a besoin d'aide. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Après ça, je suis resté silencieux quelques secondes, puis j'ai demandé directement « Combien ?» À ce moment-là, la voix de Harper a changé, comme si on lui avait enlevé un poids. 2000. Tu peux les envoyer rapidement? Maman est au centre médical régional. Là, je l'ai interrompu. Ma voix était calme, presque froide. Si c'est vraiment aussi urgent, alors vendez la maison. Harper est restée figée devant ma réponse. Il y a eu un silence de quelques secondes, puis elle a explosé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis répété tout de suite,
cette fois clairement et sans laisser de place au doute. Vendez la maison. Elle est au nom de nos parents. Si la situation est assez grave pour nécessiter 2000 € immédiatement, c'est la solution la plus logique. Je ne suis plus responsable de rien ici. Harper a presque crié dans le téléphone. Tu vas juste abandonner toute la famille comme ça? Tu sais ce que maman représente pour nous. J'ai répondu d'une voix ferme, avec un ton qui ne bougeait pas. Si vous me considériez encore comme votre fils ou votre frère, vous ne m'auriez pas rejeté comme un étranger. Bonne chance. Ne me rappelez plus. Puis j'ai raccroché, sans attendre un mot de plus. Pendant que je parlais avec Harper, quelque chose clochait. Sa façon de parler était trop précipitée. Elle répétait sans arrêt 2000 €, comme si elle essayait de me pousser à prendre une décision rapide. Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'est que le montant qu'elle demandait correspondait exactement à ce que j'avais en économie. Je n'ai rien dit, je n'ai pas transféré d'argent. À la place, j'ai appelé un ami proche, qui travaille dans la réparation de chauffage et climatisation dans la région. Je lui ai demandé un petit service. Je lui ai dit de faire semblant d'être un technicien de chauffage et d'appeler le numéro de ma mère. Le but était simple, confirmer sa localisation. Je voulais savoir si elle était vraiment à l'hôpital comme Harper le prétendait. Environ 15 minutes plus tard, mon ami m'a envoyé un message. Ta mère a répondu après 3 sonneries. Sa voix était claire. Elle a dit qu'elle est chez elle et qu'elle peut recevoir un technicien à tout moment aujourd'hui. Ce seul message m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Harper avait menti. Il n'y avait pas d'urgence, ni de facture médicale, ni d'opération. Elle avait inventé une histoire pour obtenir le reste de mes économies. Ce que j'ai ressenti, ce n'était pas vraiment de la surprise. Une partie de moi s'en doutait déjà. Mais ça m'a quand même frappé comme un coup dans la poitrine. Le seul mot qui me venait à l'esprit, c'était « amer ». L'amertume que l'on ressent quand on réalise que la personne qui essaie de t'arnaquer n'est pas un inconnu, mais un membre de ta propre famille. Ce même après-midi-là, les choses ont pris un tournant inattendu. J'étais en train de déjeuner quand j'ai reçu un message d'un ami avec un lien. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu que Harper avait posté une longue histoire sur un forum Reddit à propos de conflits familial. Le genre de drame familial dont j'avais entendu parler quelques fois avant. Le titre de la publication disait « Mon frère a refusé d'aider notre mère dans une situation de vie ou de mort à cause de l'argent. » J'ai lu chaque ligne, chaque mot. Dans la publication, Harper me décrivait comme insensible, ingrat et égoïste. Elle écrivait que notre mère était dans un état critique et avait besoin d'argent pour un traitement. Et que moi, son fils unique, j'avais refusé de l'aider. Pire encore, elle avait joint un extrait audio pour rendre l'histoire plus crédible. C'était un enregistrement de notre appel téléphonique du matin, coupé juste à la partie où je disais « Si c'est vraiment aussi urgent, alors vendez la maison ». Ce que j'ai ressenti, ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de déception qui restait coincée dans la gorge. Je croyais qu'aussi mauvaises que puissent être les choses, la famille respecterait au moins certaines limites. Mais clairement, Harper n'en avait plus. Pour de l'argent, elle était prête à inventer une histoire et à me salir publiquement avec une version déformée des faits. Et cette fois, je ne pouvais pas rester silencieux. Je n'ai pas mis longtemps à me décider. Après avoir lu la publication entière et écouté l'extrait audio truqué, j'ai créé un compte Reddit. J'ai trouvé la publication et j'ai laissé un seul commentaire. Mais c'était suffisant pour tout changer. J'ai commencé par joindre le message de mon ami qui s'était fait passer pour un technicien et qui confirmait que ma mère était bien chez elle. Juste en dessous de la capture d'écran, j'ai écrit clairement « Je suis le frère mentionné dans cette publication. Ce qui est écrit ici est faux. Ma mère est en parfaite santé. Elle a parlé directement avec mon ami ce matin et a confirmé qu'elle était chez elle, sans aucune urgence. » Je me suis arrêté un instant, puis j'ai continué. Je vais contacter un avocat et prendre les mesures légales nécessaires pour traiter cet acte de diffamation, cette désinformation et cette atteinte à ma réputation. Après avoir cliqué sur « Envoyer », je n'ai plus rien écrit. Je savais qu'il n'était pas nécessaire de débattre avec la foule. Je voulais juste que la vérité soit là. C'était suffisant. Quelques heures après mon commentaire, la publication de Harper a reçu une vague de réponses. Certaines personnes lui ont demandé plus de preuves. D'autres ont commencé à se demander pourquoi elle n'avait partagé qu'un extrait audio au lieu de toute la conversation. Vers 19 h, Harper a posté un commentaire dans son propre fil. Elle a écrit « Après avoir parlé de nouveau avec ma famille et revu la situation, je peux confirmer que ma mère n'est pas actuellement hospitalisée. La publication précédente a été faite sous le coup de l'émotion et contenait des informations incomplètes. Je suis désolé pour le malentendu. Elle n'a pas mentionné mon nom. Elle n'a pas dit clairement qu'elle avait tout inventé.
Mais c'était assez pour montrer qu'elle savait qu'elle avait tort. Après ça, j'ai pris une capture d'écran de sa correction et je l'ai gardée dans mes dossiers. Puis j'ai appelé mon avocat et je lui ai dit que j'avais décidé de ne pas aller plus loin en justice. Pas parce que je voulais lui pardonner, mais parce que je n'avais pas besoin d'un verdict pour prouver que j'avais raison. La vérité était déjà connue. Ma réputation était intacte. Et les gens qui m'avaient vu comme un fils ingrat savaient désormais que c'était faux. Quant au fait de ne rien leur avoir dit après tout ça, c'était une décision délibérée. Ils ne méritaient pas de savoir que j'avais choisi d'être indulgent. Depuis ce jour, je ne les ai plus revus. Même si la maison de mes parents est à moins de 30 minutes en voiture, nous ne nous sommes pas croisés une seule fois depuis 5 ans. Pendant ces 5 années, j'ai reconstruit ma vie à partir de zéro. J'ai rencontré Willow, une femme qui me regardait avec confiance, pas avec des attentes ou des exigences. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. Il y a 3 mois, notre fille Riley est née. Je croyais que le passé était enfin derrière moi. Mais il y a une semaine, ils sont réapparus. C'était un dimanche matin. J'étais en train de jardiner quand la sonnette s'est mise à retentir sans arrêt. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là. Mon père, ma mère et Harper, tous les 3 debout sur le porche. Ma mère a été la première à parler. Elle m'a regardé avec une voix douce, comme si rien ne s'était jamais passé, et a dit « Nous sommes venus voir notre petite fille ». Je n'ai pas hésité. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu clairement « Il n'y a pas de petite fille ». Mes mots ont glacé l'air pendant quelques secondes. Puis Willow est sortie. Elle n'a rien dit au début. Elle a doucement porté Riley, qui dormait profondément, jusqu'au porche pour qu'il puisse la voir. 5 minutes plus tard, Willow a finalement parlé. Sa voix était calme, ferme et assurée. « Il est temps pour vous de partir et de ne plus jamais perturber la vie de mon mari. Une ordonnance d'éloignement va arriver dans quelques jours. » Elle a marqué une pause, puis elle s'est tournée vers ma mère et a ajouté « Parce que pour moi, une petite fille ne devrait jamais rencontrer quelqu'un qui a un jour maudit son père en disant qu'il n'aurait jamais dû naître. » Personne n'a dit un mot après ça. Ils sont restés là quelques secondes de plus, puis ils ont fait demi-tour et sont partis. Et maintenant, en regardant en arrière toute cette histoire, je me rends compte de quelque chose de très clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a mis au monde qu'il sait forcément comment t'aimer comme il faut. Je croyais qu'en donnant assez, je finirais par être aimé. Mais la vérité, c'est que si tu ne poses pas de limites, les gens continueront toujours à aller plus loin. Si tu ne parles pas, ils penseront que ton silence veut dire que tu es d'accord. Je ne regrette pas ce que j'ai fait pour ma famille. Mais je ne me sens pas coupable d'avoir arrêté. Parce que parfois, la meilleure façon de protéger ceux qu'on aime, c'est de s'éloigner de ceux qui ne t'ont jamais respecté. Je ne suis plus ce fils qui attendait l'approbation de ses parents pour prendre une décision. Je suis un homme adulte maintenant, avec ma propre famille. Et je ne laisserai pas ma fille grandir dans un monde où l'amour est échangé contre du contrôle et de la manipulation. Je choisis la paix. Et cette fois, je ne demande la permission à personne pour l'avoir. Et avant de terminer cette histoire, j'ai 2 questions à vous poser, à vous, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Première question. Ai-je eu tort de me défendre et de mettre fin à ma relation avec ma famille? Et la deuxième. Je me suis soudainement souvenu que Harper me doit encore 5 000 €, de l'argent qu'elle m'a emprunté il y a 6 ans. Elle ne les a jamais remboursés. J'ai encore les messages de confirmation et la preuve du virement. Est-ce que vous pensez que je devrais les lui réclamer? Laissez vos avis dans la section des commentaires de cette histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez trouvé cette histoire marquante, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de la partager pour que d'autres puissent l'écouter aussi. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine histoire.